salut à tous, merci de nous retrouver sur Bureau Oval et sur le débrief de la finale de la Coupe du Monde. Et comme vous l'avez vu, la première image de ce générique Bureau Oval qui est désormais en place depuis un bon moment, c'est l'Afrique du Sud qui soulève la Coupe du Monde. Ce sera encore pour les 4 prochaines années l'Afrique du Sud qui soulève la Coupe du Monde parce que les Springboks ont conservé leur titre. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi, comment ils ont conservé leur titre et savoir si l'Afrique du Sud est un beau champion du monde. Alors pour en parler, on retrouve donc sur ce plateau mon cher Florian, mon cher Tamerlan. Comment ça va ? Bah écoute, très bien, je découvre en plus vos studios cosy, t'as un aller à l'écran et en réalité aussi, donc évidemment ravi d'être avec vous. On va dire que ça truque un peu, mais non, très heureux évidemment de vous retrouver. Bon c'est cool, comment ça va mon chien ? Ravi d'être avec vous pour débriefer de cette Coupe du Monde, il y a beaucoup de choses à dire, donc content et motivé. Voilà, 2 jours après, c'est vrai que quand on a regardé le match, il y a eu pas mal d'émotions, quelques émotions négatives quand même, on va pas se mentir. Oui, de la mélancolie, voilà. Ça aurait dû être nous. Voilà, c'est surtout ça. On a eu du mal à même rentrer dans le match, je sais pas vous, mais avant le match, avant qu'il démarre, Flo, est-ce que tu as réussi à te mettre dans cette finale même ? Je t'avoue que pas forcément. Avant la finale, non. Déjà, il y avait eu la petite finale dont en réalité on se foutait un petit peu. Mais par contre, dès que ça a commencé, là, j'ai été repiqué. J'ai vraiment été repiqué. Après l'issue, on en parlera. Mais pendant 80 minutes, franchement, j'avais quand même le palpitant. Donc ça m'a repiqué pendant 80 minutes. On va regarder le sommaire de l'émission. Du coup, on va se concentrer sur la finale et on va se poser 2 questions. La première qu'on va se poser, c'est comment est-ce que les Sud-Africains finalement ont réussi sportivement à conserver ce titre-là sur le terrain et aussi quelles ont été les erreurs de la Nouvelle-Zélande qui n'était pas nécessairement un des grands favoris en début de Coupe du Monde, d'ailleurs on les a battus, mais qui avec une certaine dynamique, on s'est dit, ils avaient cette finale entre les mains, mais elle leur a échappé, donc pour un petit point, donc on va se poser la question, pourquoi est-ce que les All Blacks ont perdu cette finale, et après on va se poser une question beaucoup plus globale, savoir, et on va trancher vraiment les gars ensemble, parce que c'est aujourd'hui la vraie question qui se pose. Est-ce que l'Afrique du Sud est un beau champion du monde ? Est-ce qu'en un sens, ils méritent leur titre ? Voilà, des questions qui seront assez sèches, voilà, je ne vais pas vous mentir. Et dans le chat, je vais aussi vous poser la question, parce qu'on est ensemble sur Twitch, et c'est aussi évidemment le but d'avoir vos réponses. Mais voilà, on va se poser ces questions-là du côté du mérite et de la qualité de cette Coupe du Monde. Voilà, vous avez le sommaire les amis, on va tout de suite partir sur ce focus. Comment est-ce que les Springboks ont gagné cette finale de Coupe du Monde ? C'est parti. Alors du coup les gars, je me suis beaucoup posé la question de savoir comment construire cette émission parce que il y a eu pas mal d'émotions évidemment dans cette finale, mais la première chose que j'ai eu envie de noter déjà, c'est que les Springboks, c'est le factuel déjà, Lucien, c'est que les Springboks ont désormais 4 étoiles, 4 Coupes du Monde, et c'est désormais la plus grande nation de l'histoire du rugby ou pas ? De manière mathématique, c'est oui. Après, le débat sera éternel. Est-ce que c'est les Blacks pour ce qu'ils représentent, le jeu qu'ils pratiquent, ou est-ce que c'est les Springboks parce que c'est les plus titrés ? Mais si on s'appuie que sur les chiffres, c'est eux qui ont le plus de titres de champion du monde dans l'histoire récente. En plus, là, ils sont double champion du monde à la suite. Donc factuellement, ce sont les Springboks, la plus grande nation du rugby actuellement. Mais ça nous fait toujours mal de le dire parce que bon voilà, à la façon dont ils ont gagné, on est toujours un peu circonspect quand il faut en parler, mais les chiffres sont là et parlent pour eux. Ouais, et ces chiffres, ils sont importants au final, historiquement, Flo. Oui, bien sûr. Mais après, c'est vrai qu'on a tous été piqués, généralement, quand on est gosse, on est piqué au rugby à travers les exploits des Néo-Zélandais. Moi, ce qui m'a fait aimer le rugby, c'est la passe entre les jambes de Carlos Spencer, des joueurs comme Andrew Mertens, Manonu. C'est ces joueurs-là qui nous transmettent une émotion et qui font qu'on aime le rugby, en général. Mais il ne faut pas sous-estimer l'impact du rugby. Alors, on a souvent parlé de la politique, de société au niveau de l'Afrique du Sud, mais c'est aussi un pays qui respire le rugby, qui vit pour le rugby. J'ai eu la chance sur RMC Sport d'accueillir Noah Zinzen, qui est champion du monde du vin, qui a remporté la compétition en Afrique du Sud. Et lui, il a été estomaqué, il a été bluffé parce que dans la rue, les passants sud-africains reconnaissaient des internationaux U20 français que même en France, en général, à part dans certaines villes de rugby, on ne reconnaîtrait pas forcément. Donc oui, c'est peut-être le plus grand pays de rugby. Faut aussi avoir en tête que les stades, il y a peut-être même plus de monde dans
les rencontres sud-africaines que les rencontres en Nouvelle-Zélande actuellement. Donc oui, c'est peut-être la plus grande nation de rugby avec la Nouvelle-Zélande. Ce sera un débat qui sera toujours difficile de trancher. Ouais, qu'on va aussi trancher un peu en deuxième partie parce que la qualité aussi des titres, même s'il y en a 4 et les Néo-Zélandais en ont 3, et ça fait très très mal aux Néo-Zélandais dans les médias aujourd'hui, ça fait très mal et on va en parler dans le débat tout à l'heure. Mais donc d'abord, on va se concentrer sur cette finale gagnée d'un petit point par les Springboks. Toi, à la fin du match, Flo, il y a plusieurs raisons qui font que les Springboks ont gagné cette finale-là. Quelle est la raison numéro 1 selon toi ? Ben, c'est ça qui est le plus dur, je trouve, sur cette finale. C'est-à-dire que si tu analyses le quart de finale, en dehors du fait de parler d'arbitrage, mais tu as, j'ai envie de dire, une victoire tactique en quart de finale des Sud-Africains. En demi-finale, c'est clairement leur mêlée en deuxième mi-temps qui fait basculer le match. Sur cette finale, c'est plus compliqué de voir vraiment de très très gros points forts sud-africains. Ils ont été réalistes pendant les 30 premières minutes. On reparlera d'arbitrage, je crois, dans une deuxième partie, parce que je ne suis pas forcément d'accord sur les pénalités qui ont été accordées à ce moment-là. Ouais, bien sûr, on va y aller après. Après, le truc, c'est qu'on va regarder quelques situations. Bien sûr, mais donc, j'ai pas un facteur m'expliquant que qu'est-ce qui explique. C'est pas une victoire tactique pour moi de l'Afrique du Sud, c'est globalement probablement l'indiscipline néo-zélandaise et l'incapacité à marquer sur quelques temps forts avec peut-être un peu de précipitation, peut-être un petit peu de déchets au pied, mais j'ai pas été bluffé par l'Afrique du Sud, à part évidemment sur quelques performances individuelles, notamment de Peter, Steve du Toit, mais même leur organisation collective défensive n'a pas été aussi bluffante. Alors sans rentrer dans les détails, ils sont partis vraiment sur du rush defense avec une montée très 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 offensive qui a créé quelques espaces et Mounga aurait peut-être pu les exploiter un petit peu mieux. Donc vraiment pour moi c'est le fait qu'ils étaient à 15 contre 14, c'est l'indiscipline néo-zélandaise et plutôt qu'une grande victoire sud-africaine. Okay. Même s'il y a des choses quand même à retenir très positives, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont été privés de leur talonneur dès la deuxième minute. On va revenir d'ailleurs sur la gestion de ce moment-là. Absolument. Mais donc tu as noté deux choses, c'est-à-dire l'indiscipline et la défense. On va s'arrêter dans un premier temps sur cette défense de fer parce qu'il y a 3 victoires sud-africaines, il y en a 3 d'un point, Lucien. Défensivement, est-ce que c'est une organisation collective qui a fait que ou des perfs individuels vraiment qui t'ont marqué ? C'est un état d'esprit, je pense. On a vu à travers leur défense qu'ils exécraient la défaite. Et vraiment, ça s'est traduit par les plaquages de Pierre-Steph Dutoit, qui, quand tu posais la question qu'est-ce qui a fait gagner les Sud-Africains, la première image qui m'est venue, c'est quand Pierre-Steph Dutoit distribuait des bouchons tout le match. Il en a mis notamment sur Jordi Barrett. Oui, notamment. Et a stoppé les offensives néo-zélandaises, et ça a dégoûté les néo-zélandais, ça a permis aux Sud-Africains de récupérer beaucoup de ballons. Donc je pense qu'il y aurait eu un match avec Pierre-Steph Dutoit et un match sans lui. Vraiment, ils peuvent vraiment le remercier de cette victoire à Pierre-Steph Dutoit. Il a fait une grosse partie du boulot. Après, voilà, jusque dans les divisions fédérales, l'adage pour gagner une Coupe du Monde, c'est un gros pack, un gros buteur. Et c'est ce qu'ont fait les Sud-Africains. Ils ont rappelé André Pollard, ils ont bien fait. Il fait encore un 100% en finale. Le pack, même s'il a été en difficulté en mêlée fermée sur la fin du match, il a répondu présent sur les moments importants en phase finale. Donc, ils construisent vraiment leur succès là-dessus. Donc, grosse défense. Et effectivement, les All Blacks ont réussi à les percer quelques fois de par leur talent. Mounga qui fait un mauvais match au pied, mais c'est quand il navigue là sur l'essai c'est l'essai qui est refusé, je crois. C'est assez extraordinaire ce qu'il fait. Mais les Sud-Africains, voilà, ils ont montré toute leur résilience grâce à cette défense. Et souvent, on l'a vu les Blacks proches de leur ligne, et pourtant les Sud-Africains n'ont pas encaissé de points. D'ailleurs, on pourra peut-être revenir sur des erreurs stratégiques des Néo-Zélandais. À des moments où il aurait fallu prendre les points, ils ont préféré aller en touche. Et ça, face à une défense sud-africaine aussi agressive, aussi rugueuse, ça leur a coûté peut-être le match. Il y a Jesse Krill, le centre Sudaf, qui disait en finale, les gars se sont une nouvelle fois accrochés et se sont battus avec acharnement. En tant que Sud-Africain, en tant que Springbok, on croit toujours qu'on va gagner. Il ne peut y avoir de doute. La victoire, c'est un état d'esprit. Donc ça, c'est ce que vous notez. Et sur les plaquages notamment, on a un tableau qui résume le nombre de plaquages. Et il y a 4 joueurs sud-africains qui sont à 28 plaquages pour Petchef Dutoit, il y en a 20 pour Dion Fourie qui est rentré, tu l'as noté tout à l'heure Lucien, Franco Mostert, le deuxième ligne qui est à 16 plaquages, et Faf de Klerk qui est à 15. Il y a un truc hyper intéressant là-dedans, bon évidemment il y a le nombre de plaquages, bon après quand tu n'as pas la possession tu plaques un peu plus, mais Tamerlan, il y a aussi la diversité des joueurs
un titulaire, un mec qui rentre, un deuxième ligne qui plaque habituellement, et aussi un demi de mêlée, quoi. Ah oui, défensivement, faut absolument pas sous-estimer l'abattage défensif d'un Faf de Clercq. Je pense notamment à cette action en fin de match où t'as Papali qui est rentré et il lui arrive à faire une petite à la rattraper au dernier moment. La cuillère terrible. Et c'est une de ses spécialités, hein, vraiment. Faf de Clercq, il est reconnu pour ça. Alors il a fait des choix peut-être ballon en main, il était un peu gourmand sur certains ballons fermés. Après, il faut aussi avoir en tête que c'est quand même plus facile de défendre à 15 contre 14. Donc oui, il y a une belle performance sud-africaine. Il y a quand même eu de la réussite sur toute cette compétition globalement. Et attention, ce sont des plaquages qui étaient aussi la plupart du temps pour du Toit, des plaquages qui étaient offensifs, qui faisaient mal à l'adversaire, qui permettaient pas d'être dans l'avancée. Qui étaient un peu à la limite. Eben et Zebet notamment a été un peu tensé, mais on en a vu certains où ça montait vraiment très très fort. On en a un notamment où on le voit mettre un peu une main dans le visage, mais on sentait Jesse Krill qui montait vraiment pas pour rien, quoi. Ça a été le leitmotiv de leur compétition, c'est d'être à la limite. Ils ont cherché ça toute la compétition, d'être vraiment à la limite de la faute, à jouer avec l'arbitre, et ils ont provoqué cette chance au final. Ouais, et ça, voilà, c'est être capable d'être à la limite sans se faire prendre, c'est aussi être capable de jouer avec les règles de ce jeu qui est étonnant. Tu as évoqué tout à l'heure un deuxième truc, Lucien, c'est le banc. Notamment, et cette capacité collective de l'Afrique du Sud à survivre, en fait, parce que c'est de la survie de l'Afrique du Sud clairement, sur cette Coupe du Monde, non ? Ah oui, très, très clairement. Alors après, l'impact du banc a peut-être été un peu moins impressionnant que lors des derniers matchs. Le banc, c'est ce qui fait gagner pour moi l'Afrique du Sud en quart de finale et en demi-finale. Ouais, on l'a d'ailleurs, l'entrée de Fourie, notamment avec la blessure d'Mbonambi, et derrière, on a un coaching qui est 52e, 60e, et finalement il y a Jasper Viseux seulement qui rentre à la 74e, mais on a encore un banc en 7-1. C'est aussi toute cette question de survie avec beaucoup d'avant et des mecs qui lâchent rien, quoi. Oui, des mecs qui lâchent rien, mais c'est vrai que je trouve que la Nouvelle-Zélande a su un petit peu contrer. D'habitude, quand Oxenche rentre, et même dans l'imaginaire de l'arbitre, à partir du moment où il a vu en quart de finale, en demi-finale, que Oxenche était dominateur, tu peux te dire, quand tu as une mêlée un peu 50-50, bah forcément, tu vas siffler plutôt en faveur de... Mais ça n'a pas fait tant de différence, j'ai trouvé, par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre. Peut-être également parce que les Néo-Zélandais se sont adaptés avec des profils un petit peu différents. Je pense notamment à Lolala, qui est un droitier de mêlée, c'est-à-dire vraiment un joueur extrêmement bon en mêlée fermée, mais honnêtement sans intérêt dans le jeu courant. Ils l'ont pris vraiment pour contrer Oxenche. Et d'ailleurs, la mêlée sud-africaine, je l'ai trouvée globalement excellente. Elle n'a jamais été mise en difficulté. Il n'y a pas eu une pénalité en faveur de l'Afrique du Sud en mêlée fermée, alors qu'on sait que ce sont des joueurs qui ne sont pas des gros scrummagers. Un mec comme Ethan de Groot, il s'était fait tordre par Winnie Antonio. Il est généralement un petit peu en difficulté, mais c'est un mec qui a vraiment des mains. On l'a vu encore sur ce match. Et après, est-ce que Deon Fourie fait un gros match ? C'est un peu compliqué à dire. Oui, il a une belle activité défensive, mais par contre au lancer, il doit être à 30% quasiment. Ça, c'est ouf. Donc c'est ça qui est assez étonnant en réalité. Ça, c'est ouf, parce que la stat, elle est dingue. Ils sont à 60% en touche, les Sudaf. Ah, c'est catastrophique. Moi, je pensais que ça allait leur faire perdre le match. Ouais, vu que c'était serré, ils allaient finir par perdre parce que la touche était beaucoup trop défaillante et tu peux pas espérer gagner un match sans une touche qui est apparemment, tu peux. Mais voilà, c'est ça, c'est que les Sud-Africains, ils ont démontré beaucoup de choses durant cette compétition, que l'impossible était possible et que même sans touche, tu peux l'emporter, même sans talonneur de métier, tu peux l'emporter, parce que en plus de ça, c'est pas, il y a la touche, mais il y a la mêlée aussi, mais c'est ça, voilà. On vient de se faire cramer par Deon Fourie, nous les talonneurs, mais après il fait un match dans le jeu qui est extraordinaire, puis même son parcours de vie est fou, lui, parce qu'il y a 4 ans, il bataillait dans la boue contre Oyonnax, contre Carcassonne, contre Aurillac, et là il se retrouve en finale de la Coupe du Monde à 37 ans. Donc lui, on pourrait faire un film lui sur ça. Mais c'est ça qui est assez ouf aussi chez les Sudaf, et peut-être une des raisons pour lesquelles ils ont gagné, c'est qu'il y a des joueurs comme Deon Fourie, comme Quagga Smith, même Dwayne Vermeulen, finalement, qui était un tout petit peu repassé sous les radars français, je dis bien, avec un passage à vide terrible après le Covid. Ils n'ont pas joué pendant un bon moment, les Sudaf. Mais il y a des joueurs qui sont sublimés en fait pendant cette Coupe du Monde, non ? Ah, énormément, même un Oxenche, dont personne ne parlait en réalité avant le match, avant les matchs de préparation. C'est ça aussi que je trouve intéressant dans cette équipe, c'est que je crois que le 15 mondial a été publié aujourd'hui ou hier. Il y a un Sud-Africain. Il y a un Sud-Africain, c'est Zebet. Alors peut-être que si on pris en compte vraiment cette finale, on aurait peut-être mis un Peter Steph du Toit à la place de Charles Olivon. Mais en réalité, c'est ça qui est beau, c'est que t'as pas en réalité une tête qui va dépasser.
progresser. Mais collectivement, ils arrivent à sortir des performances. Après, on est quand même légèrement result-oriented parce qu'ils s'en sortent bien sur cette Coupe du Monde, que ce soit en quart de finale, que ce soit en demi-finale, que ce soit en finale encore. Simplement un sujet qu'on n'a pas forcément abordé sur la touche. Moi, ce que j'ai aimé du côté de la Nouvelle-Zélande, c'est leur adaptation à la touche défaillante. C'est-à-dire que tu vois très vite que les Néo-Zélandais, leur idée dans ce match, c'était de porter le ballon et de le relancer. Aaron Smith, ils vont vite chercher les extérieurs, ils font beaucoup de retours intérieurs, c'est-à-dire de retour dans le sens d'où vient la passe, pour vraiment user cette équipe, pour vraiment la fatiguer. À partir du moment où ils voient que Deon Fourie est en difficulté et qu'ils sont réduits à 14 contre 15, ils ont cette intelligence de dire on pourra pas, on va finir capot ouvert si on met beaucoup de volume. Donc ils sont allés dans un jeu pas plus sud-africain, mais ils sont allés chercher les touches directes. Ils n'ont pas cherché à garder le ballon en vie en permanence. Même si Lucien, toi en live, tu voulais que ça aille encore plus loin. C'est ça. Oui, je suis d'accord avec cette stratégie, mais je pense qu'ils auraient pu le faire encore plus parce que quand tu vois qu'un talonneur ne met pas une touche, il faut le faire lancer au maximum. Tu récupères des ballons. Il faisait que de lober son premier, son troisième bloc. Donc je pense ils ont fait cette stratégie, mais ils auraient pu appuyer encore plus. Après, c'est aussi que le problème, c'est que c'est le point fort théoriquement sud-africain. Donc, et eux, leur point fort, c'est plutôt. Mais je trouve que quand même cette adaptation a été plutôt réussie. Et c'est un match qui joue à un point. Donc forcément, sur pourquoi il y a cette défaite, il y a plusieurs facteurs dont on parlera. Après, il y a le petit facteur chance. Il existe aussi, par exemple, sur des rebonds comme Dardy Savea. C'est incroyable ça. Les dieux du rugby étaient avec les Sud-Africains, écoute, pendant toute la Coupe du Monde, parce que si le rebond est pour lui, il y a essai, mais le rebond n'est pas pour lui. C'est vrai, oui, mais dans l'analyse du match, je trouve qu'on oublie parfois l'entame de deuxième mi-temps. L'entame de deuxième mi-temps, il y a 2 énormes occasions sud-africaines où s'ils marquent, ils doivent tuer le match. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment un tournant. On a Kurtley Arendse qui fait un petit pied en touche, ça joue à rien. On a la situation juste avant 2 minutes où ils sont tout près de tuer le match. Mais donc, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs moments charnières, vous avez raison sur le rebond d'Hardy Savea, mais après il y a eu aussi des choix qui ont été un petit peu moyens. Moi j'ai trouvé des Néo-Zélandais, notamment Hardy Savea, quand il essaie de passer les bras à la 79e et 30 minutes, et 30 secondes, alors qu'on est dans les 40 mètres et qu'on doit peut-être avant de tout chercher à conserver ce ballon. Est-ce qu'il fallait encore essayer de le faire vivre ou est-ce qu'il fallait le garder? Il y a d'autres situations où je pense que les Néo-Zélandais, malgré ce petit manque de réussite, auraient même dû gagner ce match. Mais tu vois, je trouve que les Box font quand même globalement peut-être un meilleur match, même s'ils ont un peu une mi-temps chacun, les Blacks et les Box. Mais si les Sud-Africains ont leur touche, je pense que le match est plié pas en deuxième mi-temps et que c'est les Box qui l'emportent et qu'il n'y a pas de contestation. Là, ça se joue à un point parce qu'en fait, ils ont gardé les Blacks dans le match parce qu'ils n'avaient pas leur touche. Mais s'ils ont leur touche, ils peuvent faire des mauls, ils ont des rampes de lancement pour envoyer des LND, ils ont une multitude d'options qu'ils n'ont pas pu faire. Et que je pense que vraiment, c'est pas le même match et c'est pas aussi serré. Et les Sud-Africains l'emportent peut-être un peu plus confortablement s'ils ont leur rampe de lancement qui est la touche. C'est tellement important et en plus, c'est une de leurs forces au vu de leur pack. Oui, c'est quand même une vraie critique qu'on peut avoir sur le jeu des box. C'est-à-dire qu'à 15 contre 14, même s'il y a certains lancements qui ont été compliqués, je crois que tu donnais 60% de touches pour les... 60% contre 90. Moi, honnêtement, je regarde le match, j'ai l'impression qu'ils sont à 30% au lancer, sans déconner. Parce qu'en plus, tu as les lancements qui sont... où les ballons sont gardés, mais bien ils sûr. sont cafouillés. Où il y a la pression sur Faf de Klerk, etc. Mais il y a quand même un problème, c'est que t'es pas à 15 contre 14 parce qu'ils se prennent des cartons jaunes également, mais en supériorité numérique, je crois que les derniers points marqués par les Sud-Africains, ils sont à la 30e ou à la 32e minute. Je crois qu'ils marquent pas après le carton. Ils marquent sur... non, c'est ça. C'est 12, ils ont 12 points à ce moment-là, et après ils marquent plus. Donc même si la touche a été défaillante, j'ai du mal à être emballé par ce match, notamment dans l'animation offensive globalement sud-africaine, où je n'ai rien vu, je crois, vraiment. Alors c'est un classique, mais il n'y a pas eu... à partir du moment où tu marques pas de points alors que tu es à 15 contre 14 pendant 50 minutes... Ouais, mais ça justement... Les centres ont des stats de passe. C'est ce qui est le plus important. Après, on parlera de la beauté du truc, etc. Mais la stratégie des Sud-Africains, au moins, elle était claire. Oui, elle était claire, mais elle n'a pas été efficace à 14 contre 14 pendant 50 minutes parce qu'ils marquent pas de points. Donc j'ai du mal à m'emballer, honnêtement sur la prestation. C'est pour ça que autant franchement le quart de finale, au-delà de l'arbitrage, je trouve que tactiquement ils nous ont mangé. Je trouve que sous les ballons hauts ils ont été meilleurs, l'organisation a été meilleure. Je trouve que la gestion du banc de mettre des joueurs pas forcément la charnière titulaire, c'était brillant. Je trouve sur la demi-finale que c'est la mêlée. Sur ce match-là, j'ai davantage l'impression qu'ils se sont nourris de l'indiscipline et des fautes néo-zélandaises. Ce qui est une réalité. Du coup maintenant on va un peu se poser la question. Est-ce que c'est l'Afrique du Sud qui gagne ce match où on a essayé de noter au maximum tout ce que les Sud-Africains ont fait au mieux. Maintenant, on va se poser la question, est-ce que
All Black, eux, n'ont pas fait de bien parce qu'il y a pas mal de secteurs, au final, je ne sais pas si vous êtes d'accord, sur lesquels ils sont trompés. Vous en avez évoqué certains. Si, Lucien, tu devais résumer ces erreurs All Black, tu dirais quoi? Bah, là, la première chose qui me vient en tête quand tu me poses cette question, c'est la gestion du match. Je pense qu'à certains moments, ils se sont trompés à vouloir aller en touche. Enfin, c'est une défense sud-africaine qu'on connaît rugueuse et auquel tu laisses beaucoup d'énergie pour marquer un essai. Et je pense qu'ils avaient grappillé le score au pied petit à petit sur des pénalités qui étaient faciles. À chaque fois, c'était dans le camp quand ils vont chercher la touche. Le match aurait pu être différent, mais ils ont manqué d'efficacité. Puis, ils ont pris le match par le mauvais bout parce que le moment où il fallait enfoncer, appuyer, c'était en première mi-temps. Et la première mi-temps, elle est boxe. Et après, ils ont leur banc en 7-1 qui fait globalement la différence, même si je suis d'accord qu'il a été moins efficace que d'habitude peut-être. On les a vus moins dominants, mais les fermés. D'habitude, quand Oxenche rentre, vraiment, c'est pénalité. Là, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, dans la gestion du match, puis ils sont un peu passés à côté en vrai. Il y a ce banc, justement, des Blacks qui est rentré. Il y a de l'expérience, évidemment. Whitelock est d'ailleurs le premier à rentrer. Après, c'est la première ligne. Christie est rentré. Trop tôt. Trop tôt pour toi? Ah, je suis d'accord avec ça. Trop tôt. Bah, il se fait contrer en plus par Faf de Klerk, je crois. Un moment où je pense que c'est une erreur qu'aurait pas fait Aaron Smith. Puis dans un match où il y a un point de différence et où Aaron Smith fait une super compétition, il est en canne. Je pense pas qu'il était rincé au vu de la demi-finale. Donc il y a une erreur de la part de Ian Foster au-delà de ces choix-là, avec Mackenzie aussi qui rentre très tard. Hein. Ouais, Mackenzie, à la rigueur, je l'aurais fait rentrer plus tôt pour créer peut-être de la folie offensive. C'est ce qui manquait dans ce match. Mais Aaron Smith, j'aurais resté jusqu'au maximum de ses capacités et je pense qu'il pouvait aller au-delà des 65 minutes. Quand on compare par exemple la différence avec Antoine Dupont. Oui, c'est là que c'est vraiment différent, tu vois. Non, moi, je suis complètement d'accord. Moi, à part si vraiment Aaron Smith est capot ouvert, je fais pas rentrer en fait Finney Christie. Alors après, je sais pas si c'est Smith, il m'avait l'air encore plutôt frais, mais rien que dans l'expérience, tu vois bien sur les mêlées que la pression était pas suffisante de Finney Christie sur les sorties de balles de Faf de Klerk. Moi, j'ai pas compris qu'il sorte Aaron Smith. Si Aaron Smith a les jambes pour terminer, pour faire les 80 minutes, moi, je laisse Aaron Smith. Mais Antoine Dupont, c'est un peu le contre-exemple parce que pour le coup, face à l'Afrique du Sud, il termine vraiment. C'est pas le même style de jeu aussi. Bien sûr, mais tu voyais vraiment que, Antoine Dupont, il termine à genoux le match comme énormément de Français. Et même, je trouve que tactiquement sur la composition du banc néo-zélandais, il était intéressant. Il y a des choix qui sont quand même très forts. Il se prive de Dan Coles, qui est un talonneur légendaire, beaucoup d'expérience, mais qui est peut-être un petit peu moins puissant désormais qui est clairement moins puissant qu'un Tokeao. Ils font venir Lolala, qui était plus trop dans les plans à part sur le match d'ouverture. Moi, je trouve que au niveau de la conception du banc, ils ont été plutôt intéressants, mais je suis complètement d'accord avec toi sur le fait de sortir Aaron Smith. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt à ce niveau-là. Ouais, donc voilà, effectivement, une potentielle remise en question du coaching de Ian Foster. Après, il y a des mecs qui peuvent s'en vouloir qu'eux-mêmes quand même. Je pense à Shannon Frizzell, je pense à Sam Cane. Ouais. Leurs cartons jaunes, ils sont complètement justifiés. Ah oui. Pour moi, il y a, de toute façon, sur l'arbitrage, rouge, on en parlera. Bon, sur on peut les en parler cartons, maintenant, on va regarder quelques trucs. Je voulais d'abord me concentrer sur Sam Cane et c'est ce qu'on disait avec l'indiscipline. C'est que j'ai trouvé même que ça a été plutôt bien arbitré ces situations-là. Shannon Frizzell, c'est un neck roll qui se termine avec une attaque accidentelle selon le TMO sur les parties inférieures. Et pour moi, c'est un jaune. Alors attention, parce qu'on avait vu avec Boris Palu face à Jefferson Poirot, c'était une situation différente. C'était pas un neck roll, c'était ce qu'on appelle un plaquage croco où tu vas enserrer et te servir vraiment de ton poids de ton corps pour basculer. Ça a été carton rouge. Donc il y a une interprétation où tu peux mettre carton rouge, surtout qu'Mbonambi sort blessé, ne refait pas le match. Et honnêtement, quand Frizzell se prend un jaune et qu'il perd Mbonambi, je me dis, les NZ font une bonne affaire. J'aurais préféré perdre Frizzell pendant 10 minutes et éliminer Mbonambi pour avoir Onfuri. Mais oui, il y a des attitudes. Sam Cane, pour moi, c'est un carton rouge très clair. Mais oui, il y a eu ce problème d'indiscipline un petit peu bête. Mais l'arbitrage est bon. Enfin, je sais pas si. Sur les cartons ou en général? En général, j'ai trouvé qu'il. Alors, il y a ce débat à la fin sur le grattage de Koga Smith, l'éternel dernier grattage de Koga Smith. Ouais. Franchement, si on doit lui donner une note à Wayne Barnes, elle est bonne parce que il fait un bon match. Il y a eu peu de joueurs qui venaient contester les pénalités. C'est vraiment pas l'avis de beaucoup d'internautes. Alors, je sais pas. Oui, alors pour moi, on parle trop d'arbitrage de toute façon sur cette Coupe du Monde. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas toutes les règles et les subtilités absurdes du rugby. Les subtilités sont absurdes, les directives sont pas du tout les mêmes sur cette Coupe du Monde qu'en top 14. On a découvert qu'on laissait en gros le jeu au mode hémisphère sud Super Rugby sur les en avant. Il y a quand même, je suis persuadé qu'il y a 10 essais qu'on valide pas en top 14. Sur les contacts, tête contre tête, on a appris donc que c'était
c'était plutôt jaune parce qu'on considérait ça accidentel, et épaule contre tête, c'était carton rouge parce qu'il y avait moins de images d'ailleurs accidentel. On a quelques images de situations de match. Mais moi, je trouve que ces décisions sont. Je trouve que ça, c'est plutôt bien. Je trouve que c'est des directives qui sont bonnes de laisser le jeu et de dire tête contre tête, c'est plutôt accidentel. Le problème, c'est qu'on a découvert ça sur le tas. C'est que personne n'a dit les directives, c'est ça. Et donc, quand tu regardes le premier match, tu dis non, mais attends, les essais néo-zélandais, monsieur l'arbitre, ils sont en avant là, non? Et bah non, l'essai argentin, bah il y a quand même en avant, non? Bah non, c'est un peu les directives. Mais je trouve qu'il aurait dû avoir une communication à ce sujet parce que sinon, ça rend les décisions assez peu lisibles. Sur Wayne Barnes, moi j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match, mais j'ai quand même un problème sur les zones de ruck sur les zones de ruck. Mais est-ce que là, on n'a pas un problème, nous, Français, c'est qu'on a été arbitré par un Ben O'Keefe qui est à l'exact opposé. C'est-à-dire qu'il laissait tout passer. Wayne Barnes, lui, ne laissait rien passer. Après, il y a ce dernier plaquage de Quagga Smith. Donc là, on voit notamment ce dont on parlait tout à l'heure avec Shannon Frizzell. Voilà, ça c'est mais est-ce que Tom et Polo, on peut aller chercher la dernière image, celle de Quagga Smith avec du coup une main au sol. On rappelle qu'au rugby, quand on gratte un ballon, on n'a pas le droit. On a le droit seulement à 2 appuis d'avoir le ballon, d'avoir les mains sur le ballon. Ça vient ternir la prestation de Wayne Barnes. Après, franchement, sur le match, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit mais c'est pas possible cet arbitre? En fait, le problème c'est qu'elle coûte cher. Le problème c'est que c'est un match à un point. Oui, non, mais complètement. Mais franchement, on peut en débattre, on peut en parler. Alors, c'est son erreur, c'est une vraie erreur ce qu'il fait. Sur celle-ci, je pense que ça ne vient pas de Wayne Barnes parce qu'en fait, il a un angle un petit peu affreux. Je sais pas si on a l'image, mais le bras droit travaille bien. Le bras droit attaque le ballon. Wayne Barnes, on voit bien. Enfin, on devine, c'est les chaussettes bleutées en haut que de son point de vue, il voit Quagga Smith mettre la main sur le ballon. Le problème, c'est Matthew Carley qui est là, qui est un arbitre honnêtement assez moyen selon moi, qui a pas le courage de dire non, le bras gauche est vraiment pas bon. Moi, il y a 2 autres situations assez claires avec lesquelles je suis pas d'accord. Déjà, c'est le grattage d'Hardy Savea qui me semble tout à fait bon. À un moment, on a un grattage d'Hardy Savea. Pour moi, il relâche, il va direct au ballon. Le grattage est bon. L'arbitre estime que le grattage est pas bon. Alors, on peut dire bon, bah c'est un petit détail. Oui, mais ça fait 3 points pour l'Afrique du Sud. D'ailleurs, elle se pose un peu la question. C'est tout le débat parce que si à chaque match on doit refaire chaque décision de l'arbitre, on s'en sort plus. En fait, ça, je suis d'accord, mais le problème c'est qu'à partir du moment où tu as un match à 12-11 et pareil, l'autre situation où il y a Dwayne Vermeulen, j'étais avec un joueur du Racing 92 au Azinzen, je ne comprends pas que pareil, 3 points donc pour l'Afrique du Sud, je ne comprends pas qu'il accepte le grattage. Pour moi, il fait partie du rock. Où on a un moment, ils sont à 2, il y a Vermeulen et Colissi, je crois que c'est Vermeulen. Pour moi, ces 3 situations-là, elles sont pas bien arbitrées. Après, est-ce que c'est un mauvais match d'arbitrer de façon moyenne 3 rucks? Théoriquement non. Théoriquement non. Mais le problème, c'est que le match il joue à 1 point et que ces 3 décisions, elles sont à mes yeux contraires à la Nouvelle-Zélande. Elles vont pas dans le sens de la Nouvelle-Zélande. Parce qu'il y en a qui disent aujourd'hui l'Afrique du Sud a gagné grâce à l'arbitre. Moi je le lis dans le chat, il y en a certains qui le débat était peut-être plus vrai contre les Anglais, contre les Français. J'ai pas cette impression qu'ils étaient favorisés samedi soir, les Sud-Africains. Après, peut-être qu'ils ont réussi à aller en finale grâce à l'arbitre. Ça, c'est un autre débat. Mais samedi soir, il y a peut-être un débat plus global à avoir sur le débat est plus global que samedi soir. Parce qu'après chaque match de rugby, on peut prendre l'arbitre et puis faire ça. C'est sûr qu'en fait, ce qui est un peu frustrant pour les gens, c'est qu'il y a une accumulation de frustration. Moi, je pense. On le voit différemment aussi. Absolument. C'est que le match de l'équipe de France, alors je suis désolé, pour moi, c'est pas un vol de l'arbitre. La principale cause de notre défaite, c'est nos erreurs. On ne doit pas encaisser 19 points sur des trucs absurdes en première mi-temps. Si on fait un bon match, la France doit gagner de 15 points. Si Ben O'Keefe fait un bon match, on doit gagner de 5 points. Mais j'ai l'impression qu'on dit un peu tout le temps ça avec les Sud-Africains. C'est-à-dire que c'est toujours l'adversaire qui perd le match, jamais eux qui le gagnent. Non, pour moi, la demi-finale, je suis moins d'accord avec les critiques sur l'arbitrage. Pour moi, je vois pas de grossière erreur. La dernière mêlée, je suis pas d'accord. Je pense même que l'arbitre aurait pu sanctionner la 4e pénalité consécutive en mêlée fermée, de la 65e, je crois, à la 80e. C'est déjà sympa de pas filer un jaune à des piliers qui se font tordre en demi-finale de Coupe du Monde. Honnêtement, moi, la demi-finale, elle m'a pas choqué. J'ai l'impression qu'on avait déjà on était prêt à le tuer. Cette grille de lecture en disant c'est Ben O'Keefe, c'est l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il va encore nous faire? Qu'est-ce qu'il va trouver? Alors que c'est les Anglais en face. World Rugby a rarement dit Après, décision quand même étonnante de le remettre à nouveau sur le match suivant. Pour moi, c'est pas un cadeau que tu lui fais, surtout. Pour moi, c'est vraiment pas un cadeau que tu lui fais dans l'approche globale. Pour moi, c'est une erreur de le nommer. Mais
pour la sérénité des débats, j'ai envie de dire. Mais sur la demi-finale, honnêtement, je trouve pas que l'arbitrage ait été scandaleux. Alors on va me dire, Vincent Koch pousse en travers. Oui, mais Ellis James, il y a encore eu des débats, etc. Mais ça a peut-être pollué cette Coupe du Monde aussi. Mais globalement, c'est aussi quelque chose que je retiens de cette Coupe du Monde. Moi, en fait, je commentais sur RMC Sport sur Twitch et j'avais le signal international. Donc c'est-à-dire que j'avais pas les commentaires. Et par contre, j'entendais, le seul son que j'avais, c'était l'arbitre et les joueurs. J'ai trouvé les attitudes des joueurs détestables sur cette Coupe du Monde. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai le signal international et d'habitude je l'ai pas, mais quand je vois les Fidjiens... Mais là, tu soulèves un vrai débat. Et on va en parler dans le débat, parce qu'il y a un homme qui a potentiellement mis une pression sur les arbitres qui s'appelle Rassi Erasmus il y a 2-3 ans et qui potentiellement a fait changer une certaine mentalité dans le rugby. Et on va en parler tout de suite parce qu'on va se poser la question est-ce que l'Afrique du Sud est un beau champion du monde? Et on va notamment parler de Rassi Erasmus. C'est parti. Ouais, parce que je voulais l'aborder de manière assez claire, cette question. Est-ce que l'Afrique du Sud est un beau champion du monde? Moi, je le dis très clairement, à la fin du match, j'étais dégoûté. Je voulais que la Nouvelle-Zélande l'emporte parce que ce jeu restrictif qui nous a été offert par l'Afrique du Sud ne me donnait... aucun plaisir autour de moi. Personne ne me disait « Waouh, c'est magnifique comment joue l'Afrique du Sud ». Ça n'apportait absolument rien au grand public. Donc, je reconnais humblement, et je le dis de la manière la plus claire possible, je n'étais pas content, et je ne suis toujours pas content que l'Afrique du Sud soit championne du monde. en colère. Ouais, non, mais c'est vrai. Franchement, je l'étais. Alors, ça ne servait à rien. Je ne faisais peur absolument à personne. Mais voilà, je me demandais un peu... ce que ça voulait dire du rugby qu'une telle équipe soit championne du monde et qu'elle le soit avec en plus 3 matchs gagnés avec un seul point d'écart. Donc dans le chat, moi je vous pose la question, est-ce que oui ou non cette équipe est un beau champion du monde? J'ai posé la question sur Twitter, sur mon Twitter, donc voilà, il y a 90% de non, ce qui était quand même hallucinant, donc c'est pas un beau champion du monde. Flo, pour toi, est-ce que c'est un beau champion du monde? D'un point de vue rugbystique, non. D'un point de vue rugbystique, non, très clairement, parce qu'ils ont un style relativement abominable. Je ne sais pas si on peut dire relativement abominable, mais c'est sûr que à partir du moment où tu portes jamais le ballon, que tu n'es que dans le défi physique, dans les ballons hauts, etc., c'est pas beau à voir. Même les fanats de rugby, alors on a fait semblant de s'enthousiasmer devant Irlande-Afrique du Sud, mais honnêtement c'était une boucherie avec des taureaux de chaque côté. C'est pas un beau champion du monde. Malgré tout, ils ont quand même un parcours qui est complètement dingue, parce qu'ils affrontent l'Écosse, l'Irlande, la France, l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. Ils ont battu tout le monde. Ils ont perdu le parcours, le parcours il est incroyable. Le parcours est complètement dingue. Dingue. Par exemple, il y en a qui moi-même j'en ai parlé, on comparait au Portugal qui remporte du coup l'Euro avec un parcours assez moyen, mais finalement en fait quand tu regardes le parcours de l'Afrique du Sud, effectivement Écosse, Roumanie, alors défaite contre l'Irlande, victoire contre les Tongiens, la France, l'Angleterre, les All Blacks. C'est incroyable. En termes d'adversité, c'est quand même incroyable. C'est des coupeurs de tête. Et pourtant aujourd'hui, on se dit quand même ça. Parce que le jeu est vraiment assez immonde, quoi. Personne ne va se dire wow, c'est magnifique. À part tactiquement, où là vraiment il y aura un débat sur Rassi Erasmus, que moi je mets très 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 haut dans la chaîne alimentaire. Mais après, il y a aussi quelque chose qu'il faut pas. J'étais comme toi. Moi j'étais pour la Nouvelle-Zélande. J'avais parié sur la Nouvelle-Zélande. J'étais pour les Néo-Zélandais. Mais à la fin du match, j'étais un peu dégoûté. Après, il y a quand même quelque chose qui ne peut pas laisser de marbre, c'est les déclarations des joueurs où ils ne parlent, en réalité, dès que le coup de sifflet final est donné, dans les interviews, ils ne parlent que de leur pays. Ils ne parlent que de la société sud-africaine qui est traversée par des mots terribles. Quand on entend Siya Kolisi qui dit c'est pour les gamins dans les townships de dire regardez ce qu'on peut faire, on sait tous les problèmes qui ont traversé. Voilà, j'ai déjà entendu en 2019. Oui, mais pour moi c'est réel. Rugbystiquement immonde, sincèrement, quand t'es passionné de socialement rugby. magnifique. Et socialement, ça reste. Mais ça, moi je l'ai déjà dit en 2019. Et il y a d'autres pays qui souffrent. Je suis désolé, le sport. Nous on souffre. Oui, on souffre peut-être un peu moins que les Sud-Africains dans les townships. Mais ça reste émouvant. Ça reste émouvant de voir l'impact pour les joueurs de dire voilà, est-ce que leur esprit de niaque, de solidarité vient pas aussi d'une forme de tribu qui doivent. C'est là que ça devient hyper dur en fait
de dire qu'on n'a pas du tout aimé ce sacre Ouais. sud-africain, tout en reconnaissant individuellement le respect immense qu'on peut avoir Ouais. pour des joueurs comme Sia Colissi, Ouais. Lucien. Non, bien sûr. Alors, à chaud, quand on sort du match, on peut pas dire c'est un beau champion. Après, il y a quelque chose que j'aime chez eux, c'est leur effectif. Franchement, ils ont des joueurs charismatiques qui deviennent un peu des stars du rugby mondial et qui dépassent les frontières. Parce que voilà, Colissi, il est incroyable. Eben Sebet, c'est un joueur par sa puissance qui est fabuleux. Colby, il allume des mèches dès qu'il relance. Moi, j'aimerais avoir cette équipe entre les mains, tu vois. Si j'étais entraîneur ou si j'étais supporter, parce que Pierre-Steph Dutoit, c'est charismatique quand il va mettre un bouchon à Jordi Barrett. Donc, Un peu moins quand Jonathan Danty. Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, moi, j'aime bien cette équipe de par leurs individualités. Ouais, je Mais comprends. sur le rugby proposé, évidemment que c'est pas Ouais. beau. D'ailleurs, j'ai une stat assez étonnante du nombre de coups de pied. Et j'ai essayé de regarder le nombre de coups de pied réalisés par l'Afrique du Sud depuis l'Irlande, en passant par la France, l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. Et quand on regarde, 20 contre l'Irlande, 27 contre la France, 29 contre l'Angleterre, 38 contre la Nouvelle-Zélande. Les conditions climatiques aussi. Alors, il y a eu les conditions climatiques et on a un jeu qui est de plus en plus restrictif, mais après une stratégie claire. Est-ce qu'elle se respecte, cette stratégie? Ah oui, bien sûr, elle se respecte. Tactiquement, Il gagne, hein. pour moi, ils gagnent. Tactiquement, c'est parfait. Ils nous ont défoncés sous les ballons hauts, que ce soit par la qualité du jeu au pied et sur l'organisation, où tu te retrouves de façon assez géniale avec des cellules d'avant, avec Peter-Steph Dutoit qui vient manger sur la tête de Louis Bielbiarré, Louis Bielbiarré qui panique un peu, qui dit à Mathieu Jalibert, viens vite chercher, viens m'aider. Ça a été brillant. Le match face à l'Angleterre, le problème c'est qu'en face ça jouait un petit peu pareil, donc on s'est pas régalé. Et d'ailleurs, les surtout, Anglais ont presque été les meilleurs sous les ballons hauts. Absolument, défensivement parlant. parce qu'ils ont aussi le matériel, c'est-à-dire qu'un Avec joueur comme Freddie Freddie Stewart, même si, bon, on va pas refaire la demi-finale, je pense que c'est lui qui se trompe à la 77e parce qu'il reste dans le schéma de ballon haut de pression, alors qu'à la 78e, tu as envie d'occuper et d'envoyer une grande quille. C'est lui qui fait un petit en avance sous le ballon haut, et il y a la mêlée et il y a les 3 points. Mais ce qui est intéressant surtout pour moi, c'est la qualité du jeu au pied sud-africain. Si c'est du jeu au pied du ping-pong rugby où on va voir qu'il y a les plus gros quadris, ça c'est rarement intéressant. Eux, c'était du jeu au pied de pression, toujours réfléchi, avec une organisation tactique pour vraiment mettre la pression. Et c'est ce qui fait... on n'est pas loin de voir les NZ complètement perdre le match en début de deuxième mi-temps, avec Boden Barrett qui se prend la pression sous les ballons hauts. Donc c'est pas seulement le fait d'envoyer des grandes quilles, c'est de le faire de façon quasi parfaite pour moi tactiquement, qui m'a intéressé. Avec le retour notamment d'André Pollard, on a vu un changement de charnière. Malcolm Marx, peut-être que ça leur permet d'être champion du monde, hein, parce que ce que fait André Pollard, je suis pas sûr que Manili Bok peut le faire ça en finale de la Coupe du Monde, d'occuper de cette façon et de faire un 100% au pied surtout. Donc ça a été salvateur comme retour. Je vous parlais tout à l'heure des Néo-Zélandais et de leur réaction. Il y a eu un édito qui a été réalisé dans le NZ Herald, qui est le plus grand quotidien néo-zélandais. Et j'ai trouvé le début de l'édito hyper parlant et avec lequel j'étais d'accord. Vous allez me dire dans le chat, vous aussi, si vous êtes d'accord. 1, l'Afrique du Sud a gagné à la loyale. 2, l'Afrique du Sud est meilleure à ne pas jouer au rugby que la Nouvelle-Zélande a joué au rugby. Mais c'est quand même terrible, à la fin d'une Coupe du Monde, de se dire d'une équipe qui est championne du monde, qu'elle ne joue pas au rugby. C'est pas jouer au rugby que d'utiliser cette stratégie? C'est eux qui gagnent à la fin, hein. C'est à la fin eux qui sont heureux, c'est à la fin mais eux est-ce qui ont que le c'est du peuple qui rugby? chante, Bien sûr, c'est du rugby. donc c'est du rugby. Comme Bien sûr, c'est du rugby. je le Parce disais, qu'il y a nous les Français, en gros, les Néo-Zélandais, on a un peu le seum, on a un peu belge, c'est ça? Non, on a cette conception, nous, du French flair, et qui en fait aussi, qui repose pas mal aussi sur le jeu néo-zélandais. Mais les Anglais jouent quasiment pareil que les Sud-Africains, sauf qu'ils le font un petit peu moins bien. Donc oui, c'est du rugby. C'est un discours que j'entends même dans des divisions fédérales quand des phases finales commencent. Et les gars, de toute façon, font un gros buteur, un gros pack et c'est parti. Tu vois. C'est même l'essence quasiment du rugby. On dit souvent no scrum, no win. Est-ce qu'avoir une mêlée dominatrice, c'est pas du rugby? Non, eux, ils reposent leur jeu mais ils le font très très bien. Ils envoient pas des grandes quilles. Ils s'organisent pour défoncer l'adversaire sous les ballons hauts. Et tactiquement, je crois qu'on va en parler après, il y a des choses qui sont brillantes ici, mais moi que j'ai jamais vues. C'est ça que j'aime aussi avec l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que tactiquement, avec Rassi Erasmus, il invente des choses que moi que je n'avais jamais vues. Le banc en 7-1, le fait de demander les mêlées sous
les marques, honnêtement. On s'est même demandé, bah oui, c'est vrai, on a le droit. Bah oui, c'est un bras cassé, on a le droit. Et on a demandé à Rassi Erasmus, mais c'était une consigne ou c'est Damien Willemse qui a pété un plomb? Il dit non, moi je voulais qu'on affronte les Français en mêlée fermée, je voulais qu'on ralentisse le rythme. Il y a plein de choses comme ça. On a notamment sous les ballons hauts leur organisation en mettant Peter Steph du Toit, un troisième ligne pour aller au duel aérien et Mbonambi juste derrière. C'est extrêmement intéressant. Il y a vraiment, c'est ce que j'aime moi du côté sud-africain, c'est cette innovation tactique que je ne vois quasiment nulle part à ce niveau-là, à ce niveau quasiment d'excentricité. J'ai vu une interview qui m'a un petit peu chagriné moi de Karim Ghezal dans l'équipe. Il dit c'est dommage, on n'est pas allé en finale, je voulais faire lancer Antoine Dupont. Bon, en touche, pourquoi pas? On aurait peut-être dû avant essayer de travailler notre défense sous les ballons hauts avant de vouloir faire ça, ce genre de culturellement, choses. c'est un vrai problème qu'on a en France. Sous les ballons hauts, on n'a jamais travaillé. Alors vous, à l'entraînement au rugby, est-ce que véritablement, c'est un truc que vous avez beaucoup travaillé? J'ai pas souvenir avoir fait. Bon, déjà, j'étais talonneur, moi, donc bon, je Alors- pas. J'étais pas. On me demandait pas de faire ça, tu vois. Mais j'ai pas souvenir qu'une séance soit organisée pour travailler les ballons, effectivement. Ou alors c'est très rare. Il y a trois choses. Il y a une façon culturelle déjà. C'est-à-dire qu'en France, alors je ne peux pas parler de l'hémisphère nord en général, on apprend à sécuriser le ballon quand on est jeune. C'est-à-dire de prendre le ballon entre... Alors pour montrer, il n'y a pas de ballon ici. Il n'y a pas de ballon de rugby ici? À la First Team, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, alors tu prends le ballon normalement entre le torse et les bras. Tu fais en une forme Et vers ton camp. l'épuisette. Ce qui veut dire que tu vas sécuriser, mais au duel aérien, tu avais par exemple des joueurs qui viennent d'autres sports également. Je pense notamment à un joueur comme Israël Folao, bon, qui a quelques casseroles. Certains joueurs de l'hémisphère sud vont chercher, eux, ils ont l'habitude d'aller chercher le ballon avec les bras tendus en l'air. Donc ça déjà, si tu fais très bien l'un et très bien l'autre, Ouais. celui qui fait très bien avec les mains tendues, forcément gagne de la taille. Deuxième chose, il y a une question physique. On remarquera que on parle. Alors, c'est pas trop le cas pour les ailiers sud-africains, mais c'est le cas pour les joueurs qui mettaient au duel. Ils ont pas mis Colby, toujours au duel. Ils sont amusés à mettre des avants face à Louis Bielbiaré, qui est pas le plus gros gabarit. Et troisièmement, donc on a la technique, la physique, on a la tactique, où on a eu un gros problème, nous, c'est que si on perdait le ballon, sous le ballon haut, après il n'y avait plus personne. Parce qu'on n'était pas assez bien organisé. Quand tu vois Mathieu Jalibert qui est 20 mètres derrière Louis Bielbarré, Mathieu Jalibert il n'arrive pas à capter le ballon. Normal, il a fait 20 mètres, c'était pas à lui de le faire. Ouais. À partir du moment où le ballon tombe, il y a qui derrière? Thomas Ramos, il est sur l'autre aile, il couvre, donc il est forcément en retard. Donc sur ces trois niveaux-là, nous on a eu un problème. Surtout, mais individuellement c'est compliqué au niveau de parler du choix des hommes, parce que Louis Bielbarré il joue 15. Un 15 normalement c'est quand même Et assez il fait bon. 1m84. Donc c'est pas un C'est Lilliputien. marrant, Ouais. parce que quand tu le vois, moi honnêtement, première fois que j'ai vu, je pensais qu'il avait un 73, ce qui est une bonne taille, qui est la mienne à peu près. Mais je me suis dit, le gamin est quand même un peu fragile physiquement. Ouais, et je en fait, comprends. il fait quand même 1m84. Bon, il y a un truc que tu notes d'intéressant, c'est que Rassi Erasmus, potentiellement, est en partie un génie. Pourtant, il y a quelque chose qu'il a fait il y a 3 ans que moi je n'ai absolument pas apprécié. Il y a 2 ans même, je ne sais même plus exactement la chronologie, mais ces screens qu'il a mis sur un match après qu'il ait perdu contre les Néo-Zélandais, où il a enchaîné les screens d'arbitrage, ou sur les réseaux sociaux, il a enchaîné les tweets en démontant le corps arbitral. Tout à l'heure, on était en train de parler justement des attitudes des joueurs, Lucien. Rassi Erasmus, est-ce qu'il n'a pas en partie dénaturé ce rugby? Et est-ce que c'est pas une personnalité, alors moi je le dis clairement, est-ce que c'est pas une personnalité absolument détestable autant qu'il est un génie sportif? Il fait gagner son équipe. Donc je pense que tu demandes à les Sud-Africains est-ce que c'est quelqu'un de détestable, ils vont dire Ah, non. mais est-ce que c'est bon pour le rugby? Mais non, c'est pas bon que les joueurs viennent contester. Maintenant, il le fait. Il a visiblement pas été assez sanctionné pour qu'il se permette de le refaire. Donc c'est aux instances de prendre des décisions à ce que ça ne se produise plus. Après, on est quand même assez à l'abri dans le rugby de ça, ça reste léger. Mais aujourd'hui, potentiellement, il peut faire partie des 3 membres du board sud-africain pour rentrer dans le World Rugby Council. c'est une stratégie de rentrer dans la tête de l'arbitre. Si lui le fait, c'est à nous de le faire aussi. On va pas. Mais C'était à d'ailleurs, Fabien Galtier de le faire aussi, on tu l'a vois. vu, Ouais. l'a fait en partie juste après l'élimination de la France. Mais est-ce que c'est pas aussi triste de voir que alors je sais pas, on affabule peut-être aujourd'hui en disant, puisqu'on dit ils ont gagné en partie aussi grâce à l'arbitrage, certaines petites décisions qui se sont accumulées pour eux. Et il y a 3 ans, c'est vrai que Rassi Erasmus a fait un truc que personne n'avait jamais fait, c'est-à-dire de jeter l'opprobre sur les réseaux mais je sociaux. pense pas que dans ce le qu'il ait fait il y a rugby, 3 ans. le sport des grandes valeurs. Mais je pense pas que ce qu'il ait fait il y a 3 ans ait eu une influence sur cette Coupe du Monde. Tu Je penses pense vraiment pas? Non, je pense pas. Je pense pas que les arbitres redoutent que Rassi Erasmus fasse un montage vidéo 2 sur Twitter pour. Mais alors les mauvaises pourquoi décisions. Florian Grill
à la fin de cette défaite, dit que peut-être qu'il y a certaines décisions où les Français n'ont pas Après, assez il de a fait un poids dans très les mauvais instances. match, Ben O'Keefe. Donc, en tant que président de fédération française de rugby, tu étais obligé de le constater. Mais globalement, je pense pas que c'est une mode maintenant dans le rugby de se faire l'arbitre sur Twitter, de faire des montages. Enfin, peut-être que certains vont essayer, mais peut-être que les sanctions seront encore plus lourdes après Ouais. pour ceux qui s'y retenteront. Je suis complètement d'accord avec ça. Je pense pas qu'il y ait eu la quelconque incidence. Ben O'Keefe va pas se dire ouh là là, Rassi Erasmus va faire des tweets comme tu l'as bien dit. Ça, j'y crois pas du tout. T'es quand même, c'est le pays hôte. Au contraire, tu devrais dire bon, bah pour sortir vivant du stade, je vais plutôt être sympa avec le pays hôte à la limite. Donc non, pour moi, Rassi Erasmus humainement me semble pas être la personne la plus agréable au monde, mais oui, c'est un génie tactique. L'un va sans l'autre. Et que Jack Nabir, Qui qui est le vrai sélectionneur qui est le vrai sud-africain, on le sélectionneur rappelle. sud-africain. Il pose les straps, lui. Mais C'est fou. ah bah tu vois sur le match de l'Angleterre, la réunion du staff pendant le match, c'est Rassi Erasmus qui dirige. Il dit les gars, bon, on va changer D'ailleurs, quelque chose. je crois qu'il reprend l'équipe là. Ouais, il absolument, redevient c'est Rassi sélectionneur. Erasmus qui redevient sélectionneur là. Ouais, là, après la Coupe du Monde, ouais. Mais Ça, c'est et incroyable. simplement pour revenir, et moi je trouve ça tristoun la déclaration de Florian Grill en disant ah bah oui c'est l'arbitre, etc. Bon, c'est un peu aussi parce que on avait peur que Bernard Laporte dise avec moi ça aurait été différent. On a toujours ce côté-là. Bernard Laporte qui finalement a fait le choix inverse, qui a dit non c'est pas l'arbitre. Ce qui était assez marrant. Je regrette moi cette déclaration, c'est pas bien grave, mais en gros on soufflait avec le vent et je trouve ça un petit peu dommage. C'est aussi une façon de se dégager toute responsabilité sportive de dire ça, mais en disant on aurait dû mettre davantage de pression sur l'arbitre. Ça me dérange, mais je te trouve peut-être, Joseph, un poil sévère avec Rassi Erasmus parce que bon, alors là évidemment il n'allait pas parler d'arbitrage, mais Michael Cheika, je sais pas si tu as vu son interview après. Alors Michael Cheika, je le mets exactement sur la même ligne que Rassi Erasmus. Et bah pour moi non. Personnalité détestable. Ouais voilà, personnalité détestable, mais pas un si grand coach. Donc ça c'est vrai. Ça non, mais t'as totalement raison. Il vit sur une finale de Coupe du Monde en 2015 depuis 8 ans. Je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord avec ça, mais la déclaration de Michael Cheika, c'est des déclarations qui sont dingues, surtout quand tu vois le match. Il y a quand même un essai argentin, donc c'est la 3e place, le match pour la 3e place entre l'Angleterre et l'Argentine. Les Argentins sont floués, ils ont été détestables, les Nicolas Sanchez, les Agustin Creevy pendant pas tout le match parce qu'eux ils sont rentrés, ils ont pas arrêté de demander à Nick Berry, il y a faute, regardez ça, on est une petite nation, vous en avez rien à secouer. Non, je préfère quand même Rassi Erasmus à Michael Cheika, honnêtement. Et il y a une question de Tom dans le chat, est-ce que ça rend Dupont détestable son interview d'après le cas, Joseph? Non, mais j'irai pas jusqu'à détestable parce qu'en fait il y a l'accumulation Cheika et Erasmus, eux c'est très souvent qu'ils parlent d'arbitrage et Dupont il n'est pas allé jusqu'à mettre des screens en mentionnant certains arbitres, ce qui était absolument incroyable dans le monde du rugby et véritablement on nous vend, on nous survend un monde du rugby valeureux et ce sont des réelles valeurs, mais c'est un peu trop facile aujourd'hui d'avoir des sélectionneurs qui sont champions du monde et qui peuvent aussi se permettre ça, quoi. Oui, et puis Antoine Dupont, il est dans le feu de l'action, il vient de jouer 80 minutes, il vient de se péter la mâchoire, il a fait des sacrifices fous, il termine complètement oxy cette rencontre. Et puis la question qu'on lui pose est amenée, lui il dit et vous, parce que moi j'ai du mal et après il donne son avis. Bien sûr, c'est un peu il a aussi l'impression, légitime ou pas, peut-être légèrement légitime, de s'être fait enfler, tu vois, mais lui c'est un joueur qui vient de sortir, on l'a jamais entendu parler d'arbitrage, ce qui donne encore plus de poids à ce ressenti, où il dit je pense qu'on n'a pas été arbitré pareil, en gros c'est un peu l'idée. Il y a certaines situations où l'arbitre se trompe, donc non, il n'y a rien de détestable là-dedans, mais moi c'est le côté systématique où en fait ça ne dérange pas de parler d'arbitrage. Il faut parler d'arbitrage quand évidemment ça a une influence sur le match, et ça aura toujours une influence sur le match. Le problème c'est qu'avec notamment le match de la France face à l'Afrique du Sud, j'ai l'impression que ça a mis complètement de côté le sportif, et c'est pour ça que je regrette un peu la déclaration de Florian Grill, mais on sait bien qu'il y a d'autres enjeux. Il y aura une question, est-ce qu'on va continuer cette même organisation entre les clubs et la Ligue? Mais d'ailleurs, tu me permets une transition parfaite, parce que là l'émission touche à sa fin, et ce ne sera pas la toute dernière émission de la Coupe du Monde, parce qu'on va en tourner une juste de 20 minutes, dans laquelle on va se poser la question de 15 de France, notamment, qu'est-ce qu'on doit changer, notamment, qu'est-ce qu'on doit garder, parce que c'est aussi ça qui nous intéresse sur la suite, après ce débrief de la finale de la Coupe du Monde, et notamment de Florent Grill, de Galtier, de la communication, etc. Elle va sortir dans 2-3 jours, on vous tient au courant sur nos réseaux sociaux. Voilà, on a à peu près tout dit sur cette finale de Coupe du Monde, les amis. Merci mon Lucien.
Merci beaucoup, c'était un plaisir. Ça fait du Merci bien. mon Flo d'avoir été Merci avec Joseph. nous. Et belle rencontre avec Lucien. Bah J'avais oui. jamais fait Exactement, d'émission c'est la avec lui. première fois, mais j'espère que ce C'est ne sera très pas la plaisant. dernière de toute façon. Merci à Tom et Apollo en régie, merci à Jérémy, merci à toute la First Team bien évidemment, merci à Emeric, à Alex, à tous ceux qui ont participé globalement à cette couverture de la Coupe du Monde 2023. On va continuer tout ça. À très très vite sur Bureau Oval. Gros bisous à tous. Ciao ciao. Salut l'équipe.